ressourcerie de l'écrivain. Est-ce que vous pensez qu'un jour, je vais avoir l'air de m'être coiffée? Je suis pas sûre. Hein. Je voulais vous retrouver ce mercredi pour une vidéo sur la rentrée scolaire parce qu'on y est encore un petit peu. Et je vous préviens juste que j'ai construit cette vidéo de manière assez particulière parce que les 3 livres ou films dont je parle à la fin, je conseillerais les viewers les plus jeunes de quitter parce que ça va parler embrigadement et tuerie de masse. Les États-Unis. Donc, on va commencer pour cette rentrée scolaire par des livres se passant à l'école ou parlant de l'école. Des livres, des films ou des séries télé. Et c'est l'école au sens général. Ça peut être la primaire, ça peut être le collège, ça peut être le lycée, l'université. Afin de célébrer ce début septembre où il faut y retourner. Bon courage tout le monde pour cette rentrée, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Même les profs, ça va bien se passer. Non mais je l'espère pour vous. J'espère que c'est une rentrée qui vous met dans une bonne motivation pour travailler toute l'année. De mon côté, pour ma rentrée de ressourcerie, j'ai quelques livres à finir de lire pour vous, pour ceux qui passent leur bac cette année. Et voilà. On commence. Alors évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler d'Harry Potter. Donc Harry Potter, c'est une série de 7 livres, plus on a 3 petits bouquins se déroulant dans l'univers d'Harry Potter et également un séquel qui s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit. Et donc qui se déroule après l'histoire d'Harry Potter, après les 7 livres. Et on a également, il me semble, le scénario peut-être des Animaux Fantastiques qui a été publié. Parce que tant qu'à faire, autant faire vivre la franchise jusqu'au bout et essorer les porte-monnaies des consommateurs. Donc Harry Potter, pour ceux qui ne connaissent pas, qui en ont entendu trop parler, qui ne veulent pas y aller, c'est l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Harry Potter et qui, le jour de ses 11 ans, apprend qu'il est un sorcier. Comment il l'apprend? Parce que ce garçon, c'est un orphelin. Ses parents sont censés être morts dans un accident de voiture et il a été élevé depuis qu'il était tout petit par son oncle et sa tante, qui sont les heureux parents d'un enfant unique qui s'appelle Dudley. Harry Potter, c'est la boniche de service. Et bizarrement, quand il lui arrive d'être dans l'émotion, d'avoir très peur, d'être victime d'une injustice, il se passe des choses. Harry se trouve sur un toit. Quand Harry va apprendre qu'il est un sorcier et qu'un demi-géant va venir le chercher pour l'emmener à Poudlard, l'école de magie, c'est là qu'il va se rendre compte de quel monde son père et sa mère, dont il n'a pas entendu parler plus que ça, venaient. Et de quel monde il dépend et dans quel monde il va vivre. C'est une super histoire d'amitié où on a un méchant qui est quand même suffisamment humain pour laisser à Harry ses vacances scolaires. Donc ses grandes vacances scolaires, il faut bien qu'il se repose, le petit chat. Et on le voit grandir en fait de ses 11 à ses 17 ans. On voit le fait qu'un garçon qui était très isolé, qui n'avait pas d'amis, pas une famille sur laquelle il pouvait tenir, va se construire tout ça autour de lui. Et c'est un personnage d'élu parce que il y a éventuellement tout le sort du monde sorcier qui peut reposer sur ses épaules. Et il va se faire plein d'amis, de réelles amitiés. On a le début des émois d'adolescents qui découvre, qui grandit, qui désire, etc. Et on a aussi un gamin qui se dit que peut-être que j'ai pas le droit d'être heureux parce que tout repose sur moi, sur mes frêles épaules d'enfant ou d'adolescent. Et ça parle beaucoup de courage. Parce que Harry, il en a quand même beaucoup.
Et c'est vraiment une saga, moi, que j'ai tellement aimé que c'est sans doute le fandom sur lequel j'ai le plus écrit de fanfiction. Donc, Harry Potter aura toujours une place particulière dans mon cœur. Voilà. Ensuite, l'essentiel de l'action ne se passe pas à l'école, mais dans Malcolm in the Middle ou Malcolm tout court. C'est une série télé qui a quelques années maintenant, qui passait sur la 6 et qui est retransmise, je ne sais trop sur quelle chaîne. Je vous mettrai les informations en barre d'informations. On suit l'histoire de Malcolm, qui est le troisième fils sur 4 puis 5 de Loïs et Al. Donc la particularité de Malcolm, c'est que c'est un petit génie. Il réfléchit très vite, il comprend tout très vite et il est surtout, comme ses frangins, un grand fan de faire des grosses bêtises. Donc Malcolm, il suit sa scolarité dans une école dans l'école des têtes d'ampoule, donc l'école des enfants qui sont surdoués. On est vraiment sur un registre de l'humour. Je vous préviens, donc il va y avoir beaucoup les petites bizarreries des personnes qui sont un petit peu plus fragiles sur le plan psychologique, des choses comme ça. On a une mère qui est d'un autoritarisme absolu et un père qui ne l'est pas du tout. Par contre, quand il l'est, oh putain. On a une famille qui est complètement déjantée. C'est super drôle, c'est vraiment du comique de situation. C'est quelque chose comme Harry Potter. Harry Potter, on peut le lire sans problème au collège. Malcolm aussi. C'est tout à fait en fait des histoires qui sont tout public. C'est très drôle pour ça. Il arrive plein de choses. C'est pas forcément une série qui est à suivre épisode par épisode, même si, comme c'est un peu une série à sketch, on peut tout à fait piocher un épisode par-ci par-là. Il n'y a aucun souci avec ça. Il y a pas mal de guest stars qui sont devenus les grandes stars par la suite, qui sont passés par là. Je pense à Hayden Panettiere qui joue dans Heroes, la Pom-Pom Girl. Bon, après, c'est une série qui est un petit peu ancienne, hein, mais on a Al par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Heisenberg de Breaking Bad. Donc voilà, on va passer ensuite au lycée, voire la fac. J'ai quand même envie de faire passer d'abord le cercle des poètes disparus, qui se passe au lycée. Il me semble bien. C'est un livre qui a été adapté en film. Je suis convaincue d'avoir lu le bouquin aussi. Et bon, par contre, mon visionnage remonte il y a très longtemps. On est sur... c'est un film qui est quand même assez ancien, parce que c'était avec Robin Williams et Matt Damon, qui était quand même bien jeune. Je pense que ça a bien 25 ans. Et si vous voulez, on retrouve l'histoire d'un prof de littérature dans, je pense, peut-être l'équivalent de notre terminale, avec, je me demande si c'est pas une école pour garçons. J'ai pas le souvenir d'avoir vu des filles. Et c'est un peu la figure de prof qui va laisser une trace dans la vie et dans les souvenirs de ses élèves. Déjà, il va les passionner par rapport à la littérature. Moi j'ai le souvenir de cette fameuse scène, je vous la mettrai en barre d'informations, Capitaine, oh mon capitaine, où ils sont tous en train de monter sur les tables et de réciter des tirades ou des extraits de poésie comme ça. On a un prof qui est très à l'écoute de ses élèves, qui va se rendre compte qu'un de ses élèves justement est brillant, mais qui a sans doute des histoires de maltraitance aussi au domicile. Donc ça, il va le comprendre assez rapidement. Je vous dis pas de qui c'est, mes souvenirs sont un petit peu vagues, hein, mais ça fait partie de ces films un petit peu doudou, vous voyez, il faudrait que je le revoie. Et ouais, c'est une très belle histoire. Je pense que c'est une histoire vraiment doudou, qu'on peut tout à fait regarder en famille également, peut-être plus avec des collégiens ou des lycéens.
Parce que ça peut être un peu de tire-larme, je pense. C'est pas fait pour être le drama absolu, mais c'est un peu de tire-larme, je pense. On va passer à la fac. D'abord avec Easy A, qui est un film avec Emma Stone, qui était toute jeune à l'époque. Alors Easy A, pourquoi j'en parle? C'est parce que déjà je l'ai vu il y a très longtemps aussi, et c'est une adaptation moderne de La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, qui est un livre que j'ai lu sur la chaîne. Je vous mettrai aussi tout ça en barre d'informations. Je vous répète rapidement ce que c'est que La Lettre écarlate avant de faire le parallèle avec le film. La Lettre écarlate, c'est l'histoire d'une femme qui est accusée d'adultère par la communauté dans laquelle elle vit. Elle vit dans une communauté puritaine du XVIIe siècle aux États-Unis, Boston il me semble, ou pas loin, où il y a vraiment le poids de la tradition, le poids du patriarcat, appelons un chat, qui est sur cette communauté-là et surtout sur cette femme. Et oui, elle est accusée d'adultère, oui, elle est une femme adultère, parce que son mari, qui était plus ou moins un explorateur, est parti vivre avec des Indiens il y a plusieurs années et n'est pas revenu. Donc tout le monde pense qu'il est mort, elle aussi, et un enfant est né. Donc faut pas être très fort en calcul pour se douter que c'est pas l'enfant de son mari. Sauf que elle n'avait pas vraiment le statut de veuve, elle ne s'est pas remariée, c'est un enfant né hors mariage. Donc cette femme, Esther Prynne, est condamnée à être emprisonnée. Sa fille Pearl naît en prison. Et à sa sortie de prison, Esther est exposée sur l'estrade du pilori. Donc elle est juste avec sa gamine dans les bras. Un peu soumise à la honte, à la vindicte populaire, montrée du doigt. En gros, on la traite de PUTE, quoi, gentiment. Et elle est condamnée surtout à porter la lettre écarlate, un A comme adultère, sur sa robe à vie. Et elle est condamnée à vivre en dehors de la ville. C'est une femme qui aurait tout à fait pu prendre sa gamine sous le bras et se dire « il y en a marre de ces cons, je me casse », mais elle est restée vivre et servir sa communauté. Si c'est pas avoir un courage extrême, tout ça. Et Easy A, c'est quoi le rapport avec tout ça? Easy A, on est, je crois bien à la fac ou au lycée, peut-être bien, je sais plus. J'ai un doute, on est peut-être au lycée. Et tout ce qui est développé là-bas, c'est beaucoup les questions de réputation. Alors, étonnamment, moi, ça dépend dans quoi, mais en général, au lycée, c'est un truc qui va me gonfler très rapidement. Mais là, j'ai trouvé que, vu comment c'était tourné, c'était assez intéressant. Le côté un peu puritain des États-Unis, où en gros, il y a aussi les jeunes gens qui choisissent de préserver leur virginité pour le mariage, etc. C'est quelque chose qui peut être important pour certains d'entre eux, tandis que d'autres, ça n'est pas important, donc ils vont vivre librement leur sexualité tout simplement. Et Easy A, il y a une rumeur qui court sur je crois que c'est au lycée, une lycéenne qui aurait couché avec un garçon. Je crois que la rumeur n'est pas démentie par le garçon, je crois même qu'il l'alimente, ce qui fait qu'elle se retrouve un petit peu à subir du harcèlement, hein, disons-le clairement. Et sauf que elle va s'emparer, entre guillemets, de cette rumeur dont elle est la victime. Je crois que c'est une rumeur qui n'est pas avérée en plus. Je pense qu'elle est accusée à tort. Je pense pour m'en souvenir, on doit le savoir assez rapidement. Et comme ils étudiaient en même temps La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, donc La Lettre écarlate, c'est un livre qui a été publié au 19e siècle, écrit et publié au 19e siècle, mais qui se passe 2 siècles avant. Et Nathaniel Hawthorne est un fervent anti-puritain. Et cette jeune fille va se mettre justement à se transformer en une espèce de jeune femme très assurée de son corps, de sa beauté, à s'habiller court, à s'habiller moulant, à avoir une attitude très provocatrice, etc. Et à arborer elle aussi
une lettre A écarlate. Et je ne crois pas qu'elle signifie A comme adultère, mais elle devait signifier autre chose. Mais en gros, tout le monde se fout de sa gueule. Ok, je vais vous donner du spectacle. C'est vraiment cette attitude-là, vous voyez. Je m'en fous de ce que vous pensez, mais vous voulez du spectacle, je vais vous en donner. Et j'ai trouvé que c'était un personnage féminin qui était fort, que la thématique du harcèlement, c'est un film qui est quand même ancien. Donc peut-être qu'il a mal vécu, je l'ai vu il y a longtemps, je ne m'en souviens plus. Je peux pas présumer de la manière dont ce film-là serait reçu aujourd'hui par des gens qui ne l'auraient pas vu. Mais pour moi, la manière dont était traitée cette thématique du harcèlement et dont le personnage harcelé retournait la situation à son avantage, parce que c'est un personnage qui a un caractère fort et qui transforme, en fait, qui sublime cette injustice, j'avais trouvé ça très bien. Je ne dis pas après que toutes les personnes harcelées doivent le faire comme ça. Faites-vous aider si cela se produit. Demandez de l'aide, parlez-en autour de vous. Ça ne parle pas beaucoup d'études, mais ça se passe sur un campus. Je vais vous parler d'une de mes sagas chouchou en romance universitaire. Je n'en ai pas lu beaucoup, je crois que c'est la seule que j'ai lue. C'est les Campus Drivers de C.S. Quill. Contrairement à ce que son nom laisse entendre, C.S. Quill n'est pas du tout américaine, elle est française, cocorico. Et les Campus Drivers, c'est une série de 5 livres où les 3 premiers sont sur... Les 3 ou 4 premiers d'ailleurs, j'ai un doute, sont sur le même campus et le dernier ou les 2 derniers sont sur un autre campus, je m'en souviens plus exactement. Les Campus Drivers sont des garçons en fait plutôt sportifs, donc plutôt destinés à des carrières sportives, qui ont monté leur entreprise de Uber en gros, où ils raccompagnent d'abord des jeunes femmes pour les sécuriser, donc d'un point A à un point B, dans leur voiture de collection, parce que messieurs sont des connaisseurs, s'il vous plaît. Et ils deviennent un petit peu la coqueluche du campus. Donc ce sont des jeunes gens qui sont adultes, qui ne veulent surtout pas se mettre en couple, évidemment. Et dites-moi pas que c'est pas vrai, qu'est-ce qui va se passer dans leur histoire ? Évidemment, ils vont rencontrer une jeune femme qui va pas forcément vouloir non plus être en couple avec eux, mais il va se passer différentes choses. Et autant ça peut être très drôle, on a un groupe de potes qui se met en boîte, qui plaisante beaucoup, on ressent beaucoup l'affection qu'ils ont les uns pour les autres, etc. Et autant il y a un côté très doudou aussi, je trouve, dans la naissance de ces petits couples qui s'entraident, etc. Autant l'autrice peut aborder des thématiques qui ne sont pas forcément évidentes. Donc le deuil qui n'est pas évident à supporter et à dépasser, des thématiques du harcèlement, des thématiques de violence physique, de troubles psychiques aussi parfois, et voire même de tentative d'assassinat. Donc oui, ça peut être raide, je vous dis comme ça. Je dis juste ces thématiques-là de manière large, ça va pas être forcément une thématique très importante en termes de place dans le livre, mais ça peut être abordé. Je pense notamment à la tentative d'assassinat qui est abordée, parce que ça concerne un des personnages, mais à qui on a attenté à ses jours en gros, ça fait partie de l'histoire de ce personnage-là, sans toutefois prendre une part très importante de l'histoire du livre, si vous voyez. Ce sont vraiment tous, je trouve, donc ce sont des tomes compagnons, c'est-à-dire que vous pouvez les lire totalement indépendamment les uns des autres. C'est quelque chose de profondément doudou, c'est
C'est quelque chose aussi où il y a des scènes de sexe explicites. Il n'y en a pas non plus 45. C'est pas écrit sur 90 pages. Il y en a une ou deux où ça va chauffer un peu, par exemple, où ça va aller un petit peu plus loin. Ça se roule un petit peu dans les prés, on va dire. Mais c'est bien écrit. C'est sexy. Ça fait du bien. Écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'est-ce que vous voulez ? De la bonne romance ? Allez-y. Alors, maintenant, on va passer à des choses qui vont être plus compliquées. Donc, s'il y a des auditeurs ou viewers qui sont un petit peu plus jeunes ici, je vous conseille de quitter la vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Parce que là, je vais parler d'embrigadement. Donc, comment un professeur va parler d'embrigadement des masses, entre guillemets, à ses élèves au point de les faire marcher au pas, s'habiller pareil, etc. Et comment la situation va totalement déraper. Je vais parler aussi d'adolescents qui sont tellement mal dans leur pompe qu'ils en arrivent à tuer leurs camarades. On va commencer par La Vague. La Vague, c'est un roman, un court roman, et c'est également un roman qui a été adapté en film, et il me semble que c'est le cas pour les autres. Je vérifierai, je vous mettrai en barre d'informations éventuellement. La Vague, il me semble, c'est un prof d'histoire. Je crois bien que c'est au collège, donc au lycée. On est sur un prof d'histoire qui veut parler sans doute de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui est jeunesse hitlérienne, etc. Qui est face du coup à des élèves qui, assez logiquement, pour des gens qui sont... Mais même moi, je ne comprends pas comment ça a pu se produire. Et en fait, il va parler des mécanismes comme ça de l'embrigadement, comment on fait pour que quelqu'un marche au pas, que tout le monde pense la même chose, comment on mène des tas de gens à faire une guerre et à ce qu'ils soient convaincus de le faire, à ce qu'ils puissent se sacrifier pour cette cause, etc. Et il parle de ces mécanismes tout en les mettant en application auprès de ses élèves qui jouent le jeu, plutôt sceptiques au début, en se disant, bon, on va tous s'habiller pareil, on va tous marcher au pas, on va se trouver un signe de ralliement, on va se trouver un logo, un drapeau, une phrase, un slogan, et on va voir en fait qu'est-ce qu'on peut en faire. Et là, la situation va déraper, très sérieusement. Ça fout mal à l'aise ce film et ce livre parce que ça fait peur. Moi, honnêtement, je pense que je suis incapable de le regarder de nouveau ou de le lire de nouveau. Parce qu'il y a une espèce de mise en abîme où on se dit, mais en fait, ça peut recommencer. Des choses affreuses telles qui ont été vécues en 39-45 en Allemagne et qui ont ravagé l'Europe, ça peut recommencer. Des choses affreuses comme le communisme a pu être vécu en Asie du Sud, Sud-Est, ça peut recommencer. Les dictatures, etc. Tout ça, ça peut recommencer. Avec des gens qui sont pourtant en capacité de réfléchir, qui sont peut-être plus instruits, qui sont peut-être des intellectuels. Essayez de jeter un œil, on est vraiment sur un roman, on est vraiment sur une œuvre de fiction, mais qui va s'appuyer sur des faits historiques pour un peu avoir ce discours de « faites gaffe, ça peut recommencer ». Je vous conseille d'abord, si ça vous intéresse, de regarder le film. Après, essayez peut-être le livre. Moi, j'ai pas envie d'y retourner. Ça veut pas dire que c'est nul, hein. Au contraire, c'est que j'ai envie de laisser ça dans la petite boîte de Pandore, si vous voulez. Ensuite, on va parler de quelqu'un qui va très bien. On va parler de We Need to Talk About Kevin d'abord.
Je pense que c'est un livre aussi, mais c'est un film qui était avec Cate Blanchett, il me semble, et Ezra Miller, quand il était jeune adulte ou adolescent. On est sur un adolescent qui a des troubles, très clairement, qui a des soucis psychologiques, voire psychiatriques, et qui a une relation avec sa mère qui est, je dirais, catastrophique. Je veux pas dire là que c'est la faute de la mère ou que c'est la faute que c'est la faute de Kevin. On est sur une maman qui commence à se dire mon fils il est dangereux. On est sur une maman qui appelle au secours un peu partout pour dire mon fils il est dangereux, un jour il va passer à l'acte. C'est un gamin qui a un suivi en psychiatrie, etc. C'est un gamin qui, il me semble, était plutôt inséré socialement à l'école et compagnie. Mais un petit peu chaud patate, vous voyez, enfin, on sent qu'il y a un truc qui cloche profondément. Et bon, ça se passe je crois bien que ça se passait aux États-Unis. Les deux livres Éléphant et We Need to Talk About Kevin. Il me semble que les deux se passent aux États-Unis. Et là, j'ai pas envie d'incriminer l'éducation ou le fait que la maman était peut-être un peu froide avec son fils, etc. J'ai pas envie de dire que les parents produisent la folie chez leurs enfants. Je suis pas du tout dans ce discours-là. Je pense que les troubles psychologiques, ça peut être à la fois interne, mais ça peut être aussi alimenté par de l'externe. Mais tout est un peu tellement intriqué entre le poids de la société, les relations aux autres, etc., qu'on ne peut pas dire c'est ça le coupable, ou c'est toi le coupable, ou dire à une personne qui passe à l'acte et qui finit par tuer des gens que c'est entièrement de sa faute. Je suis pas sûre. Est-ce que la société aussi ne produit pas ce genre de violence ? On est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un accès aux armes qui est, je pense, beaucoup plus facilité qu'en France. Du moins, j'espère pour moi, pour nous. Mais on se retrouve quand même avec un adolescent qui finit par enfermer ses camarades de classe dans un gymnase. Il est armé d'un arc, les arcs de compétition, là, les trucs en carbone, je sais pas quoi, des flèches, et il se fait des cibles, en gros. Toum, 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 et absolument aucune émotion ne passe. Donc disons que là, niveau rentrée scolaire, on n'est pas dans quelque chose de bien joyeux. On est sur de la tuerie de masse. Donc le tueur de masse, c'est un tueur qui va, dans un temps réduit, généralement dans un lieu réduit, tuer plus de 3 ou 4 personnes. C'est pas un tueur en série qui va avoir un scénario qu'il va répéter. C'est un tueur de masse, il est au pif quasiment au pif. Et ensuite, on va passer à Éléphant. Éléphant, si je ne me trompe pas, c'est un film de Gus Van Sant qui est sorti il y a quelques années, qui parle de la tuerie de Columbine. Tuerie de Columbine, dont on a aussi parlé dans le documentaire de, je ne sais plus comment il s'appelle, Jason Moore, Bowling for Columbine. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. On se retrouve dans les heures qui ont précédé la tuerie de masse qui a été orchestrée par 2 adolescents qui ont récupéré des armes automatiques. On n'est pas sur du pistolet, on est sur plutôt de la mitraillette, il me semble. Des gamins qui ont fait, comme dans Call of, je dis pas ça parce que les jeux vidéo sont violents, parce que je crois pas. Je crois juste qu'il y a des gens qui ont du mal à faire la différence entre ce qui est virtuel dans un jeu et ce qu'ils mettent en application dans la réalité. C'est juste une de mes suppositions.
Je suis en train de vous plomber là, mes pauvres gens. Et éléphant, si vous voulez, on est sur vraiment la préparation de ces gamins-là qui sont, vous sentez, mais alors d'une déconnexion folle, j'insiste sur le fou, et qui ont organisé leur truc parce que fallait qu'ils achètent leurs armes, fallait qu'ils s'habillent d'une certaine façon, fallait qu'ils s'organisent pour arriver avec leur sac avec leurs armes, etc. Et en fait, comme dans un FPS, First Person Shooter, je crois, une fois qu'ils ont monté leur arme, ils font des cartons dans l'école. Ils vont de classe en classe, boum, 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 boum. Voilà. Et éléphant, je suis pas certaine qu'il y avait un bouquin, mais je vous mettrai le lien du documentaire de Bowling for Columbine où le documentariste est un militant anti-armes, alors que les militants pour les armes aux États-Unis, il me semble bien, sont quand même assez importants et ont un poids certain dans les pouvoirs. Je suis extrêmement vague parce que vous voyez, moi qui fuis très loin des réseaux, pas des réseaux, mais des informations, des trucs comme ça, parce que en fait, moi, ça me bouleverse. Et tout ce qui est information de ce genre, au final, j'ai pas envie de savoir. Et ce qui fait que je me suis intéressée quand c'est sorti parce que c'était assez proche aussi de l'événement. C'était, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans après l'événement. Et ça interroge vachement quand même. Ça interroge vachement sur comment des gamins peuvent se retrouver tellement déconnectés qu'ils décident d'enfermer leurs camarades dans un gymnase et de tirer des flèches sur eux. Comment ils peuvent avoir l'idée d'aller faire des cartons dans des lycées. Et ça fait aussi partie des choses que j'aimerais enfermer dans la boîte de Pandore et ne pas découvrir ou ne pas faire de recherche dessus parce que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc là, on est très loin des beaux gamins des Campus Drivers. Ah, je vous ai bien plombé là. Je vous ai tellement bien plombé que je ne sais plus comment rebondir pour aller vers quelque chose d'un peu plus lumineux. Est-ce que je vous parlerai de ce pauvre Percy Jackson que j'ai éliminé d'office de cette vidéo parce que je me suis dit non mais en fait ce pauvre gosse hyperactif, dyslexique, dont le père est Poséidon, ce qu'on apprend très rapidement dans les bouquins et dans la série télé et dans le film sans doute aussi que j'ai vu il y a très longtemps, ce pauvre Percy, il essaye d'y aller à l'école, mais quand ta prof de maths se transforme en monstre et te poursuit, tu peux pas rester à l'école. Enfin, voyons. Quand tes profs sont des monstres mythologiques, tu ne peux pas étudier sereinement. Par contre, je sais pas comment je ne sais pas comment ce pauvre Percy Jackson peut étudier sereinement. Parce qu'en étant le fils de Poséidon, il y a forcément des monstres qui vont lui courir après. Donc voilà. Non, mais il passe trop de temps à la colonie des sans mêlés où on vadrouille à tuer des monstres ou à fuir. Pauvre gamin. Ah, disons, c'est pas évident hein, tout ça. Je sais toujours pas comment conclure. C'est pas facile, hein. Pas facile notre métier. Ça va bien se passer la rentrée. Oh là là, on est pas aux États-Unis, il se passe pas ce genre de choses ici. Voilà. Faut se dire ça. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente année scolaire, de collège, de lycée, d'université. Que vous soyez prof ou élève ou parent d'élèves, ça y est, les parents, vous êtes libérés. Les grands-parents aussi, ça y est, sont retournés à l'école. Vous les aurez plus que le mercredi après-midi. Donc, je vous souhaite une très bonne année, pleine de projets. Menez les projets à fond.
Amusez-vous, faites plein d'activités scolaires ou extrascolaires. Apprenez plein de choses, accrochez-vous, ça va aller, tout va bien aller. Et surtout, n'oubliez pas de rêver tout grand et de lire tout plein. À bientôt. Salut. Et on ne ferme pas les gymnases à clé.